Voilà, bonjour. D2, on va continuer le cours sur les fièvres éruptives. Nous avons vu donc la fois passée dans le cours précédent, parmi les fièvres éruptives qui intéressent notre pays, on a parlé de monkeypox, donc la variole des singes, et puis nous avons abordé une des fièvres éruptives importantes, c'est la rougeole. Et la rougeole, j'ai ressorti les aspects les plus importants. Comment peut-on faire le diagnostic? Nous avons vu, c'est une pathologie très grave, sévère, qui a été contrôlée grâce à l'utilisation des vaccins. Alors, je reprends très rapidement pour vraiment vous permettre de bien retenir la démarche de diagnostic et de prise en charge de la rougeole. Vous savez que c'est une maladie virale provoquée par le myxovirus et que les symptômes sont précédés par un syndrome grippal, hein, parce que c'est une maladie virale, et que la maladie, elle est contagieuse avant l'apparition des éruptions. Ça, c'est une notion importante à retenir pour ne pas se dire, voilà, on va isoler parce qu'on a eu des boutons de rougeole. Il faut savoir que quand vous avez un enfant qui a des boutons de rougeole, interrogez déjà la famille en disant, il vit avec qui à la maison? Est-ce que les autres enfants à la maison ont été vaccinés? Parce que le meilleur moyen de prévention de la rougeole, c'est la vaccination. Et on a vu que la rougeole va se manifester par un syndrome grippal. Hein. L'enfant va avoir le nez qui coule, il peut tousser un peu, etc. Mais après, on aura des signes typiques, les yeux qui deviennent rouges. Les yeux qui deviennent rouges, l'hyperémie. Et je vous ai dit que un des signes typiques de la rougeole, c'est que l'enfant va éternuer plusieurs fois. Donc, c'est un enfant qui faisait de la fièvre, qui avait une petite grippe là, mais qui est tout le temps atchoum, atchoum, atchoum. C'est un signe qu'il faut retenir pour les enfants rougeoleux. Après, vous aurez les éruptions. Ce sont des boutons. Hein. La fois passée, on a vu les lésions élémentaires dermatologiques. Hein. On sait qu'est-ce que c'est une macule, on sait qu'est-ce que c'est une papule, vésicule, pustule, bulle. On a vu aussi qu'est-ce que c'est un purpura pétéchial, un purpura échymotique, un purpura nécrotique, etc. Ces termes-là, il faut les maîtriser, il faut les connaître. Donc, je disais que dans la rougeole, les boutons vont commencer souvent derrière les oreilles. Donc, ça commence à la tête et puis ça va avoir une évolution descendante. Et ces boutons sont des boutons de type érythémato-maculaire ou bien maculo-érythémateux et qui, dans notre milieu africain, vont se manifester au fur et à mesure que les lésions évoluent, ça va se manifester par une desquamation. Vous vous rappelez, je vous ai dit que moi, quand j'ai vu mes premiers cas de rougeole à Coloésie, c'était des enfants qui avaient des peaux, la peau qui desquamait. Et c'était noirâtre parce que toutes les belles lésions qu'on voit chez les petits enfants européens, quand vous êtes devant les Africains, c'est autre chose. Enfin, voilà, donc il faut connaître ces petites nuances-là. Je vous ai dit aussi les fameuses taches de Koplik. Non, ça ne se voit pas en clinique. Peut-être ça apparaît très tôt dans la phase initiale de la rougeole, mais en clinique, vous ne les identifiez pas facilement. Mais je vous ai dit, les choses que vous allez voir, c'est que c'est le nez qui coule, les éternuements, et puis vous avez les yeux rouges, ça c'est important, et ces boutons qui descendent, qui vont toucher pratiquement presque tout le corps, les extrémités et tout. Et voilà. La rougeole, c'est une maladie grave parce que c'est une maladie qui va s'accompagner de la malnutrition. Une bonne partie des enfants malnutris dans notre contexte, c'est des enfants qui sont devenus mal nourris à la suite de la rougeole. Pourquoi? Parce que la rougeole, c'est une maladie qui va entamer l'immunité de l'enfant. D'ailleurs,
ceux qui attrapent ça, ce sont des enfants qui ne sont pas immunisés, suffisamment immunisés, et en particulier les enfants qui ne sont pas vaccinés. C'est une maladie qui va toucher presque tous les systèmes. L'enfant rougeoleux va avoir une laryngite. Laryngite, donc vous allez avoir la voix qui est pratiquement éteinte, et il pleure comme ça. Et quand il respire, vous entendez un bruit, le stridor, vous entendez ou bien un tirage laryngien, et vous allez avoir des signes du tirage jugulaire parce que c'est le larynx qui est touché. Et je vous disais que pour prendre en charge ces enfants, il faut humidifier l'atmosphère dans laquelle ils sont. Donc ça, ce sont des pathologies graves. Et cette laryngite peut être responsable justement d'une détresse respiratoire importante. Et comme ils sont faibles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir aussi des surinfections bactériennes, la pneumonie, bronchopneumonie. L'enfant rougeoleux, quand vous auscultez ses poumons, il peut avoir aussi alors une bronchopneumonie. Et cette bronchopneumonie peut être due au virus, au myxovirus. D'ailleurs, ça sera une pneumonie qui va réduire l'échange d'air alvéolo-capillaire ou bien encore des surinfections bactériennes. L'enfant rougeoleux va avoir aussi des problèmes du tube digestif. Souvent, ils vont présenter de la diarrhée, une diarrhée avec de la perte des protéines. C'est une inflammation donc, du tube digestif. Ils vont une diarrhée protéino-disperdante, ils perdent des protéines, et c'est ce qui explique qu'ils sont mal nourris. Et quand on perd des protéines, comme dans le syndrome néphrotique, on peut avoir des enfants qui font la rougeole et qui sont œdémateux, parce qu'ils ont l'œdème, il n'y a pas assez d'albumine pour jouer le rôle oncotique dans l'organisme. Donc, on voit que la rougeole, finalement, c'est une maladie qui va donner des manifestations pratiquement systémiques. Les yeux, ça signifie aussi que le rougeoleux peut avoir comme complication la cécité. Ils vont faire une kératite qui peut être responsable de la cécité. Ce sont des complications graves qu'on observe chez les patients rougeoleux. Après, au niveau du cerveau, il peut faire une encéphalite, une encéphalopathie post-rougeoleuse qui est d'origine, une partie, elle est d'origine auto-immune, si vous voulez. Et puis, au cours de la rougeole, les enfants convulsent. Vous verrez en D3, dans le cours de neuropédiatrie, les convulsions. Et il faut penser que ces enfants rougeoleux qui vont faire la fièvre, ils peuvent aussi convulser. Et l'enfant rougeoleux peut avoir aussi comme complication la méningite, puisqu'il est immunodéprimé, il est mal nourri et tout, etc. Donc, retenez que la rougeole fait le lit de la malnutrition. Et cette malnutrition peut apparaître 1-2 mois après que l'enfant ait été hospitalisé pour cause de rougeole. Bon, maintenant, nous allons voir une autre... vous avez la télécommande, une autre complication. Une autre fièvre éruptive, c'est la rubéole. Alors, la rubéole, voilà, j'ai mis le gros pan. La rubéole, elle est intéressante, il faut que vous le reteniez, pas seulement chez les enfants, mais en pédiatrie, le pédiatre étudie aussi la pathologie de la maman. Elle est intéressante à connaître aussi chez les femmes enceintes. Et c'est pour cela, par exemple, lorsqu'on a les adolescentes qui attrapent la rubéole, c'est bien de le signaler. Lorsqu'on a une femme enceinte qui attrape la rubéole, il faut le signaler. Pourquoi? Parce que la rubéole va être un facteur qui va expliquer l'existence de cardiopathie congénitale. On aura des enfants qui vont naître avec un problème au cœur parce que tout simplement la maman, au cours de la grossesse, elle était atteinte de la rubéole. Mais sinon, la rubéole en soi, c'est une maladie relativement bénigne qui va toucher surtout les nourrissons
et les adolescents. C'est pour ça que je disais, chez les jeunes filles adolescentes et qui peuvent être enceintes et tout, c'est bien de relever si elles ont attrapé la rubéole ou pas. C'est une pathologie qui est contagieuse dans les 7 premiers jours, en général au début, avant l'apparition du rash. Les éruptions en anglais s'appellent aussi rash, c'est un terme qu'on utilise aussi en français. Donc, et dans la rubéole, en général, l'état général de l'enfant est conservé, il est bien. Il peut avoir de la fièvre ou ne pas avoir de la fièvre. Les adolescentes peuvent ne pas avoir de la fièvre. L'adolescente va venir en consultation en disant, bah, j'ai remarqué que j'ai quelques petits boutons derrière les oreilles. Et ça, c'est assez typique. C'est des adénopathies sous-occipitales et rétro-auriculaires. Quand vous palpez des ganglions derrière les oreilles et au niveau de l'occiput sous-occipital chez une femme enceinte, posez la question si elle n'a pas fait la rubéole. Elle peut ne pas se rappeler d'avoir fait des boutons. Oui, j'ai eu quelques petits boutons, mais j'ai seulement remarqué que j'ai des petites boules derrière les oreilles. C'est le signe de rubéole. Mais elle peut s'accompagner aussi d'une arthralgie, donc distale. On peut avoir un peu les douleurs dans les articulations au niveau du genou, au niveau du poignet, de l'épaule et tout, etc. Dans la rubéole en général, à la différence de la rougeole, il n'y a pas d'atteinte des muqueuses oculaires. Les yeux sont bien. Le grand risque de la rubéole, c'est son effet tératogène. Tératogène, ça signifie l'interférence sur l'organogénèse et sur la différenciation des organes. C'est pour cela que je vous disais que les enfants qui font la cardiopathie, qui sont parfois atteints de cardiopathie congénitale, celle-ci peut être due à la rubéole chez une femme enceinte. Alors, voyons un peu plus en détail comment sont ces petits boutons. En fait, ce sont des éruptions maculo-papulaires. Maculo, ça signifie ce sont des taches. Papulaires, ça signifie qu'ils sont un peu relevés. En fait, c'est une éruption qu'on aura d'abord au visage, comme la rougeole, et puis qui va descendre. Donc, elle est descendante au niveau du tronc et au niveau des membres. Ces taches sont rouges ou rosées et elles sont espacées par une peau qui est saine, qui est claire. Et parfois, les enfants ont ces taches qui apparaissent surtout au niveau des joues. Et l'éruption ne provoque pas de grattage, ce n'est pas prurigineux en général, comme par exemple au cours de la varicelle. Les enfants qui font la varicelle ont tendance à se gratter et le grattage peut être cause de surinfection bactérienne. Les conjonctives, comme je l'ai dit, ne sont pas atteintes et la bouche en général n'est pas atteinte, même si parfois on peut avoir quelques petites taches rouges qu'on appelle des taches de Forchheimer au niveau du voile du palais. Ça, c'est la rubéole. Qu'est-ce qu'on fait pour la rubéole? On vaccine les jeunes adolescentes. Dans les pays européens, les jeunes filles sont vaccinées contre la rubéole. Pourquoi? Pour éviter les effets tératogènes. Donc voilà, chez nous, bon, c'est pas indispensable, c'est un vaccin qui n'est pas obligatoire, d'ailleurs nous ne l'avons pas, mais si quelqu'un a les moyens de se faire vacciner contre la rubéole, ça vaut la peine de le faire. Voilà. Après la rubéole, il y a une autre infection qui donne des macules, qui donne des taches, donc une éruption fébrile, c'est la scarlatine. La scarlatine, chez nous, probablement, on n'en parle pas trop. Bon, c'est vrai que toutes ces pathologies elles sont provoquées en général, je dis, par des virus, même si certaines, on va avoir une éruption scarlatiniforme lors de certaines infections de germes pyogènes. Mais enfin, bon, mais en général,
La scarlatine, c'est une infection qui touche les enfants en âge scolaire. Donc, les petits-enfants qui vont à la crèche, qui vont à l'école. En général, l'état général, donc, quand on étudie les fièvres éruptives, il faut toujours penser qu'on aura des symptômes qui ressemblent à la grippe. On vérifie l'état général, si l'enfant est fort altéré, abattu, fatigué, s'il convulse, s'il ne mange pas, et tout, etc. On aura à rechercher l'évolution, donc le début, comment est-ce que ces boutons ont commencé, comment est-ce que ces boutons ont évolué, ça c'est important. On va voir comment est-ce que ces boutons sont au début et après à la fin de l'éruption. On va voir aussi s'il y a eu une réaction qui a accompagné les adénopathies. Donc, dans les fièvres virales, dans les fièvres éruptives en général, il faut retenir ces différentes séquences. Donc, je vous disais, l'état général, en général, il est bon. La fièvre peut être élevée lors de la scarlatine parce qu'on a des maux de gorge, on a une dysphagie, l'enfant ne sait pas avaler, il ne mange pas, donc il va réduire, mais on aura des adénopathies cervicales et le petit enfant peut avoir mal au ventre, des douleurs abdominales, il peut avoir des signes gastro-entériques, donc du genre vomissement et sinon de la nausée. Les conjonctives oculaires sont en général normales. Alors, il y a un signe typique de la rougeole, c'est qu'on dit que les éruptions sont accentuées au niveau des plis. Les plis donc du bras et au niveau des plis du bassin. Donc, vous voyez ici dans la région inguinale, l'accentuation de la rougeur, c'est une éruption maculaire, éritomato-maculaire, au niveau des plis du cou, au niveau du pli de axillaire et vous pouvez avoir au niveau du pli des coudes. Alors, ce qui est caractéristique, c'est que c'est vraiment très rouge. Vous voyez ici chez le petit européen, c'est vraiment très rouge. C'est un érythème, on dit un érythème solaire. Il est rouge, vraiment très rouge, rouge comme des cerises, ou encore non, disons plus que les cerises, les framboises. C'est très rouge. C'est un érythème généralisé qui va être prédominant au niveau de la face antérieure du tronc et qui va s'accompagner aussi d'une partie claire au niveau, autour de la bouche et autour du nez. Donc, il y a une espèce de pâleur autour de la bouche et du nez lorsque, autour de cela, il y a un érythème. Et les lèvres peuvent être aussi des lèvres hyperémiées et parfois même avec quelques petites fissures. Et lorsqu'on ouvre la bouche, on trouve qu'il a des amygdales rouges, exsudatives, et on trouve surtout une langue qui peut être blanchâtre au début, qu'on appelle langue saburale, la langue qui a des taches, qui est un peu comme s'il faisait comme s'il avait du muguet. Et puis après, la langue devient très rouge, rouge comme des framboises. Alors, on dit c'est une langue framboisée. Retenez, les signes typiques de la scarlatine, c'est que c'est un érythème très rouge, des macules érythémateuses rouges vives, très rouges, qui vont toucher le visage, mais qui vont épargner la partie autour des lèvres et autour du nez, c'est ce qui contraste, et qui va être accentué au niveau des plis. Si vous retenez ça, c'est déjà bien. Après, les autres signes généraux, ah oui,
La chose qu'il faut retenir dans la scarlatine, parce que les germes pyogènes peuvent être responsables de la scarlatine, c'est-à-dire les gènes streptocoques et staphylocoques aussi, qui peuvent être responsables de ces amygdalites au cours de la fièvre éruptive due à la scarlatine. Alors, la varicelle, celle-là, elle est très commune. Ce que je peux dire, c'est qu'on a des périodes, on a des épidémies de varicelle. À Kinshasa, avant la fin de la rentrée scolaire, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de cas de varicelle. La varicelle, elle est provoquée aussi par un virus, hein, c'est le virus de la varicelle. Et elle est très contagieuse, la varicelle. Hein. Alors là aussi, c'est la même chose. Lorsqu'il y a un enfant à l'école qui vient et qui a des boutons, on dit, ah, voilà, cet enfant, il a la varicelle, on l'exclut de la classe, c'est déjà trop tard, parce que ça signifie qu'il a déjà contaminé les autres enfants. La varicelle va se manifester par, en général, un rush, donc une éruption qui va apparaître et qui va connaître une évolution particulière. On va voir les détails de cette éruption de la varicelle. Je vous l'ai déjà dit, donné la fois passée quand j'ai dessiné les lésions élémentaires. Hein. Retenez une chose, les lésions typiques qui me disent que ça c'est une varicelle, c'est quand je vois ces lésions au niveau de la peau de l'enfant et qui laissent un espèce de cratère et qu'on dit que ce sont des lésions cratériformes ou encore ombiliquées. Donc ça, c'est la chose que vous devez retenir concernant la varicelle. Alors, je reprends les images. Voilà. Et donc, je vous disais que l'état général de l'enfant, il est en général bon, mais l'enfant, la maman vous dit, il a fait de la fièvre et il se gratte. Retenez ça, il se gratte parce que c'est une éruption qui dérange. Ça apparaît en général au niveau du tronc. La varicelle, en général, les éruptions vont être surtout au niveau du tronc. Ce sont des éruptions maculo-papuleuses et puis elles deviennent vésiculeuses et au fur et à mesure qu'elles évoluent, elles deviennent croûteuses. Donc, c'est des lésions qui vont donner des croûtes à la fin. Et les vésicules contiennent un liquide plus ou moins clair en général. Il peut être un peu trouble sur une peau qui est saine ou bien sur une plaque érythémateuse. Quand ces liquides, quand ces petites vésicules pètent, ça laisse un trou et c'est ce qui donne l'aspect de lésion ombiliquée. Et ça, c'est assez typique de cette fièvre éruptive. Elle commence aussi à la tête, elle va évoluer au tronc, elle va évoluer jusqu'aux membres inférieurs. Et ce qui est particulier, c'est que dans un même territoire, vous allez trouver des lésions qui peuvent être d'âge différents. Ça signifie quoi? Dans un même territoire, vous pouvez trouver des lésions qui sont maculo-érythémateuses. Donc, si je prends le tronc, le territoire, c'est le tronc, c'est des macules érythémateuses, donc c'est rougeâtre. Et puis, je peux trouver des vésicules, donc je trouve des lésions qui me donnent des petites bulles. Clair, poids foncé lorsqu'il y a une surinfection. Et puis, j'ai des mains toujours sur le même endroit, hein, sur le thorax, le tronc plutôt. Je peux avoir des vésicules qui ont pété et donc à ce moment-là, c'est le contraire. J'ai un creux parce que ça a déjà pété, ça laisse un trou et puis après, ça va desquamer, ça va sécher. Il y aura une petite peau qui va commencer à tomber, la desquamation. Je trouve ça sur le même territoire et le territoire ici s'appelle le tronc. Donc, des lésions, âges différents. C'est ça la caractéristique de la
varicelle, âge différent, des lésions différentes sur le tronc, sur le visage ou sur l'abdomen. Et puis un autre signe qui est important, c'est le prurite. En général, j'ai dit aux parents, écoutez, vous pouvez le garder à la maison, bien sûr, parce que personne ne va le recevoir à l'école. Chez certains enfants, ces lésions rougeoleuses, varicelleuses, sont tellement importantes que ça fait peur, parce il est criblé de trous. Donc voilà, il faut retenir cela, mais vous gardez l'enfant à la maison pendant quelques jours. Je vous rappelle que la période de contagion, c'est surtout avant l'apparition des boutons. Et donc, une fois que les boutons sont apparus. Ah oui, un autre détail important, c'est que la varicelle va laisser des séquelles. Séquelles, ce sont des taches claires, taches hypochromiques. On dirait que voilà, ça va laisser des taches claires. Et c'est pour cela que quand vous voyez un enfant, vous pouvez vous rappeler, et ces taches claires vont rester là pendant longtemps. Hein. Vous pouvez dire, tiens, il a attrapé la varicelle. Maman oui, dit oui, l'année passée. Parce que vous trouvez encore sur sa peau, vous allez retrouver des taches claires qui montrent que cet enfant a attrapé la varicelle. Donc, en soi, la varicelle, c'est une maladie bénigne, mais elle devient grave chez les enfants immunodéprimés, chez les mal nourris et tout, etc. Elle peut se surinfecter par d'autres bactéries. À ce moment-là, il faut soigner aussi les autres complications infectieuses. Il faut donner les antibiotiques et tout, etc. C'est pour cela l'enfant a fait la varicelle, quelques jours après, il tousse, vous auscultez le poumon, vous dites qu'il a une bronchopneumonie, etc. Qu'est-ce qu'il faut donner comme traitement en général? C'est des traitements symptomatiques. Alors, je vous donne des choses pratiques. Quand les lésions ils se grattent, parfois il faut donner de la poudre mentholée. Poudre mentholée, ça permet de soulager les symptômes de prurite. Ou bien, moi je vous dis ce que je donne pour éviter les surinfections. La maman dit, ces boutons-là, ça effraie. Je lui donne la solution de Milian ou l'éosine aqueuse. Vous pouvez donner l'éosine alcoolique, ça fait sécher plus vite, mais ça pique. Après, pour éviter les surinfections, je lui dis, vous pouvez nettoyer la peau, ben, il se lave avec le thermobactère pour le bain. Comme ça, on évite les surinfections. S'il fait de la fièvre, vous donnez des antipyrétiques. Est-ce qu'on donne les antibiotiques? En principe, non. En principe, non. Mais s'il y a des surinfections, ces lésions sont infectées, oui, si surinfection bactérienne. Voilà. C'est une pathologie fréquente, hein, la varicelle, donc il faut que vous y pensiez parce que ça, vous aurez beaucoup de cas. Ne bombardez pas ces enfants d'antibiotiques et tout lorsqu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Bien. Alors, on va continuer. Vous me laissez voir mon écran. Alors, après, vous avez d'autres fièvres éruptives. Je vais travailler sous l'écran maintenant. D'autres fièvres éruptives. Les autres fièvres éruptives que vous pouvez avoir, c'est quoi? Bon, on peut avoir au cours d'autres infections bactériennes des éruptions qui apparaissent et qui vont s'accompagner de la fièvre. C'est toujours une fièvre éruptive. On peut les avoir aussi au cours d'autres infections du genre cytomégalovirus, toxoplasma et tout. En général, beaucoup de maladies virales s'accompagnent d'une petite éruption éruptive.
Et sachez aussi que vous pouvez avoir des éruptions avec de la fièvre au cours de certains cancers. Par exemple, vous pouvez avoir des boutons au cours de certaines hémopathies malignes. Donc voilà, ça c'est un chapitre important parce que les fièvres éruptives constituent une des causes des consultations des enfants en pédiatrie dans les consultations ambulatoires. La maman vient parce qu'il a des boutons. Maintenant, je suis en train de réfléchir un peu. Est-ce que, par exemple, dans le contexte du Kasaï, vous avez d'autres boutons, donc des choses qui apparaissent sur la peau? On n'est pas en train de faire un cours de dermatologie, hein, mais quand même des choses qui apparaissent et qui peuvent vous préoccuper. Vous me le dites, vous pouvez l'écrire dans le chat. Je vais voir, je peux répondre et on peut en parler si le temps nous le permet, on peut en discuter. Mais ce que je vous ai donné, ce sont les données, les notions essentielles sur les fièvres éruptives que l'on a dans le monde entier en fait. Hein. Vous avez vu, ce sont des diapos que j'ai empruntés chez des collègues européens. Mais c'est des lésions qu'on trouve chez les Chinois, chez les Africains. L'histoire des fièvres éruptives, c'est pratiquement pareil. Chez nous, j'ai rajouté, hein, je n'ai pas eu des diapos malheureusement, mais je vous ai quand même parlé au début du monkeypox. Alors, si vous avez des questions sur tout ça, on peut revenir dessus. Sinon, pour le moment, on peut donc arrêter ce chapitre sur les fièvres éruptives. J'insiste, je reprends, vous avez 2-3 maladies qui sont fréquentes dans notre contexte, que d'ailleurs beaucoup d'entre nous ont attrapé. On a attrapé quoi? La rougeole. Bon, normal. Attention, oui, un autre détail, ce n'est pas parce que je suis vacciné que je ne ferai pas la rougeole. Non, justement, il faut être vacciné parce que les enfants vaccinés font une rougeole bénigne, frustre. Mais ceux qui ne sont pas vaccinés, ce sont ceux-là qui font une rougeole beaucoup plus grave. D'ailleurs, on a vu aussi que comme l'immunité de la rougeole, l'immunité en général diminue avec l'âge, les personnes âgées, on a remarqué par exemple dans les pays européens que les personnes octogénaires commencent à faire la rougeole parce qu'ils n'avaient plus l'immunité qu'ils avaient quand ils étaient très jeunes et enfants. Donc, la rougeole, c'est quand même une maladie grave. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller sur ça, à ce que tout le monde soit vacciné contre la rougeole. Vous avez vu certainement au cours du cours de la vaccinologie, on vous a parlé de la poliomyélite, je n'en parle pas, peut-être que vous avez vu ça ou vous allez voir quand vous allez avoir le cours de neuropédiatrie, mais pour les séances que vous avez eues sur les vaccins, on vous a parlé de toutes ces maladies-là pour lesquelles il existe un vaccin. On vaccine justement pour protéger les enfants. Donc, la rougeole. L'autre maladie importante que vous devez connaître, c'est la varicelle parce qu'elle est fréquente. La troisième maladie, c'est le Mpox pour le moment. Et la quatrième, c'est la rubéole. La rubéole parce qu'elle est inaperçue. Hein? Elle passe un peu comme ça, comme une petite maladie. L'adolescente, il n'y fait pas cas. La femme enceinte, mais après, elle a des boutons. Mais malheureusement, elle a un effet tératogène. Tératogène, ça signifie ça va interférer avec le développement de l'embryon et du fœtus. Et c'est pour cela que une bonne partie des pathologies, soit c'est un enfant mal formé. D'ailleurs, quand vous avez un enfant mal formé, il faut rechercher dans l'histoire de la maman si elle ne faisait pas la rubéole. Ou encore, tout simplement, sont les cardiopathies congénitales, un enfant qui va naître avec du bruit dans le cœur, et tout, etc. Il faut toujours exclure une maman qui avait fait la rubéole. Et retenez bien, la rubéole, ce sont les petits ganglions derrière les oreilles. Voilà, on s'arrête ici pour cette première partie sur les fièvres éruptives. On va faire la pause et nous allons reprendre dans quelques minutes. J'aimerais bien après, maintenant, on va parler d'une pathologie dont on parle beaucoup dans notre milieu, c'est
la fièvre typhoïde. On fait une petite pause.